Bonjour. Alors j'ai choisi le thème du cours de cette année, la première personne, parce que, notamment, c'est un sujet qui m'intéresse, mais en outre, je pense qu'il illustre bien le croisement de la philosophie du langage et de la philosophie de l'esprit qui figure dans l'intitulé de ma chaire, donc j'ai pensé que c'était une bonne idée de traiter ce thème. C'est clair que la première personne, c'est une affaire de langage, puisque c'est une notion grammaticale. La première personne, c'est le système de la personne, ça concerne les pronoms. On a le pronom de première personne, le pronom de deuxième personne, les pronoms de troisième personne. Ça concerne aussi la conjugaison des verbes. Donc c'est de la grammaire, mais ça va bien au-delà de cela, puisqu'on peut dire que les représentations mentales aussi peuvent être en première personne, et une des questions intéressantes qui se pose, c'est celle des relations entre ces deux notions. Je vais revenir dans un instant à cette question. Mais d'abord, si on part de la notion grammaticale, elle-même, c'est une notion qui a une sorte d'extension variable. On peut dire que la première personne se transmet en quelque sorte par capillarité. Vous avez d'abord... Donc, j'ai parlé du pronom de première personne, je. Ce pronom contamine les formes verbales qui lui sont associées dans la phrase, de sorte que si vous avez le pronom de première personne, je, dans une phrase, la phrase en question est elle-même une phrase en première personne. Donc, on change de niveau, on passe du pronom, du mot à la phrase. Et ça continue aussi au niveau supérieur, parce que si vous avez dans un texte, dans un récit, des phrases en première personne, ça fait de ce récit lui-même un récit en première personne. Un récit en première personne, c'est un texte qui livre la perspective d'un sujet sur les événements rapportés. Je mets ici entre parenthèses la complication due au fait qu'il pourrait y avoir dans un récit qui ne serait pas en première personne, il pourrait y avoir des phrases en première personne si ces phrases sont mentionnées entre guillemets dans un récit qui nous donne un dialogue. Je ne parle pas de ça, enfin, je fais abstraction de cela pour parler simplement de phrases en première personne qui ne se trouvent pas à l'intérieur de guillemets. Donc ce que je viens de dire implique... Donc on a ces niveaux, on a « je » qui est le pronom de première personne, puis on a ces phrases en première personne. J'ai donné l'exemple de la phrase de Proust, « Longtemps je me suis levé de bonne heure », qui est une phrase en première personne et qui à elle seule suffirait à faire du récit un récit en première personne. Alors, le récit, c'est la recherche du temps perdu. À propos du récit en première personne, j'ai dit que c'est un récit qui livre la perspective d'un sujet sur les événements rapportés. Donc j'ai parlé de perspective subjective. Et justement, on parle aussi de première personne là où il est question de perspective subjective, même si on n'a pas de marque grammaticale de la chose. Donc là, on sort de la grammaire. À partir du moment où il y a cette idée de perspective subjective, on peut parler de première personne, en un sens donc étendu. De façon générale, indépendamment du fait qu'on exprime les choses de façon linguistique ou pas, une situation donnée peut être représentée soit objectivement, on peut dire en troisième personne, soit subjectivement, en première personne, c'est-à-dire du point de vue d'un des participants. Et ça, encore une fois, on a ça, on peut avoir ça dans des récits, donc, où c'est exprimé linguistiquement, à travers notamment l'usage de la première personne, mais on a aussi ça dans des représentations qui ne sont pas particulièrement linguistiques, des représentations comme le cinéma, par exemple, où on a des représentations subjectives en première personne dans le cinéma ou dans les jeux vidéo. Donc ça, par exemple, c'est une représentation en première personne. Et là, il n'y a pas le pronom. On parle, dans ce genre de cas, de vision subjective. Et la vision subjective, c'est une certaine façon d'apercevoir l'environnement du jeu, c'est-à-dire les décors, les autres personnages, comme là, correspondant, une façon de voir qui correspond à la perspective d'un des personnages. Et dans ce genre de cas, donc là, le personnage, c'est celui qui est en train de conduire, et dans ce genre de cas, le joueur, ou peut-être le spectateur ou le consommateur de la représentation, épouse la perspective d'un personnage particulier.
Et c'est la perspective de ce personnage qui domine, qui gouverne la représentation. Et dans ce cas-là, on parle de représentation en première personne, alors qu'encore une fois, il n'y a pas de première personne ici, puisque c'est une représentation non linguistique. Cela dit, c'est intéressant aussi de voir comment on exprime ce genre de choses linguistiquement. Et c'est, je pense pas, je sais, il y a certainement déjà eu des études de cela, des études du langage des joueurs, notamment de jeux vidéo, comment ils parlent. Et une chose que j'ai remarqué moi-même, c'est quelque chose d'intéressant à propos justement du jeu. Quand les gens, quelqu'un peut dire à propos d'une séance de jeu, ah zut, je suis mort, je suis mort, il faut que je recommence une partie, quelque chose comme ça. Et là, on voit un basculement intéressant. On a deux jeux différents. Le je suis mort désigne le personnage dans le jeu dont le joueur épouse la perspective, justement, c'est-à-dire l'avatar du joueur. Donc le premier jeu, suite est mort, c'est le personnage dans le jeu, c'est évidemment pas le joueur. Et suite, il doit recommencer une partie, c'est le joueur. Donc on a deux jeux, c'est intéressant parce qu'il y a certaines théories qui nous parlent de l'unicité du jeu, mais en fait non, le jeu peut être multiple, comme dans ce genre de situation. Bon, en tout cas, cette notion-là de subjectivité qui a trait à la représentation en première personne, en ce sens élargi, c'est la notion dont il est question quand on parle de la première personne mentale ou des représentations subjectives dans la pensée. Et c'est une des choses dont je vous parlerai pendant le cours. Cependant, je voudrais commencer par le langage. Et donc, ce pronom « je », qui est très intéressant à tout point de vue, c'est la forme qu'on utilise pour parler de soi-même. Je pense que c'est la formule la plus générale qui nous dit ce que c'est que ce pronom « je ». C'est le mot qu'on utilise pour parler de soi, pour se désigner soi-même. Et il y a une forme parallèle qu'on utilise pour désigner celui à qui on parle, qui est la forme de deuxième personne, le « tu ». Si je dis à quelqu'un « tu ne manges rien », tu désigne la personne à qui je m'adresse en tant que telle, en quelque sorte. Alors, je précise, pour mettre ça, pour écarter cela, qu'évidemment, il y a d'autres formes. Il n'y a pas que la première personne, le je ou le tu, ça c'est les premières personnes du singulier. Il y a également la première personne du pluriel. Normalement, c'est des pluriels, mais il y a aussi un emploi du pluriel. Dans le cas de tu, on peut dire vous, on peut vous voyez la personne. Il y a des termes d'adresse qui dépendent du degré de familiarité qu'on a avec son interlocuteur. Donc, des langues comme le français distinguent le tu et le vous, qui sont deux termes qui permettent de s'adresser, de désigner l'interlocuteur. Il y a ça en français. Il y a aussi la possibilité de faire quelque chose d'équivalent pour parler de soi-même. On a aussi le pluriel de majesté qui permet également au locuteur de se désigner soi-même. On a ces choses-là, mais j'en ferai abstraction, donc je me concentrerai simplement sur des choses comme le je et le tu. Alors, si on essaie de caractériser ce que sont ces mots, je et tu, on doit faire référence au fait fondamental qui est impliqué dans ce que déjà je vous ai dit. Le fait fondamental, c'est que la conversation, ou le discours, ou la parole, ou disons les échanges linguistiques, ce sont bien des échanges. Il y a des échanges de paroles, et les paroles sont échangées, mais ce n'est pas seulement les paroles qui sont échangées, il y a un échange des tours de paroles. Il y a une personne qui parle, et puis l'autre. Et c'est même réglé, il y a des sortes de règles, des règles tacites concernant la façon dont se fait cette alternance, et des règles qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, donc ça pose parfois des problèmes, mais en tout cas, il y a un système de rotation, disons, d'échange de paroles, qui conduit une personne qui occupe le rôle de celui qui parle à céder le rôle à quelqu'un d'autre qui va l'occuper à son tour. Et il y a une inversion des rôles parce que la personne à qui on cède la parole était un auditeur et l'auditeur devient locuteur, disons. Donc il y a ces deux rôles dans la parole, celui qui écoute et celui qui parle.
s'il n'y a pas quelqu'un qui écoute, ce n'est pas vraiment une parole. Donc une parole projette au moins virtuellement un auditeur. Il y a ce rôle d'auditeur qui est marqué dans la parole même, et il y a le rôle de locuteur. Il y a ces deux rôles-là. Donc on doit distinguer ces rôles. Et à part les rôles, on a les occupants des rôles, les personnages, les protagonistes de la conversation. Ici, vous avez ces deux personnes sur ce tableau de Renoir. Vous avez les protagonistes, et les rôles et les protagonistes, il y a une certaine relation entre eux, puisque les protagonistes occupent les rôles, mais ils occupent les rôles à tour de rôle. Ça signifie qu'il n'y a pas de préassignation définitive d'un rôle à une personne et d'un autre rôle à l'autre. Vous avez les rôles, et le principe de ces rôles-là, c'est qu'il y a cette alternance, et que les protagonistes, tantôt l'un, tantôt l'autre, va occuper le rôle de locuteur, et quand l'un occupe le rôle de locuteur, c'est l'autre qui va occuper le rôle de l'interlocuteur. Donc il y a l'échange des rôles. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre des mots comme « je » et « tu ». Les mots comme « je » et « tu » ne désignent pas telle ou telle personne. Parmi ces protagonistes, je dis qu'il y a deux protagonistes, disons, le mot « je » ne désigne pas l'un d'eux, le mot « tu » ne désigne pas non plus l'un d'eux. Le mot « je » est associé à un rôle particulier, qui est le rôle de locuteur. Donc le mot « je » désigne quiconque occupe le rôle de locuteur. Et le mot « tu » désigne quiconque occupe le rôle de l'interlocuteur. Et ça signifie que, parce qu'ils sont attachés au rôle et pas à la personne, eh bien, ces mots vont pouvoir désigner des personnes différentes à différents moments, puisque ça dépend justement de qui occupe le rôle. Donc si vous avez un échange tout simple comme celui-là, vous avez ces deux personnes A et B, et A se désigne lui-même en disant « je suis fatigué », donc il emploie « je » parce qu'au moment où il parle de lui-même, c'est lui le locuteur, parce que c'est lui qui parle. Et donc pour se désigner lui, A, il emploie le mot « je ». Et là, dans ce dialogue, B dit la même chose que A. Il répète ce que A a dit, il lui dit « tu es fatigué, mais repose-toi donc ». Mais pour dire ce qu'a dit A, pour redire ce qu'a dit A, lui, il doit changer le mot. Au lieu de dire « je », il doit dire « tu », parce que précisément, à partir du moment où c'est lui qui répète ce qu'a dit A, c'est lui qui parle. Et du coup, s'il veut désigner A, il ne peut plus employer « je », puisque « je » est associé au rôle de celui qui parle et que maintenant c'est lui, B, qui parle. Donc, pour désigner A, il est forcé de changer le mot et d'employer « lui, tu », ce qui signifie que pour dire la même chose ici, on doit dire des choses différentes, ce qui est une des caractéristiques des mots comme « je » et « tu ». Et de même, évidemment, si B devait, à son tour, parler de lui-même, il emploierait le même mot que A a utilisé quand c'était son tour pour parler de A. De sorte qu'on peut généraliser l'inversion si on complète un peu le dialogue, de sorte que tant A et B emploient à la fois le « je » et le « tu », et ils les emploient de façon inversée. Donc j'ai représenté ça par des couleurs. La couleur rouge correspond au fait que A est désigné. Donc pour désigner A doit employer « je », B doit employer « tu ». Donc il y a cette inversion. Et ici, le vert correspond au fait que B est désigné. On trouve la même inversion, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que A, pour désigner B, emploie « tu », et B, pour désigner B, doit employer « je ». Donc ça, c'est ces deux personnes. Et vous me direz, qu'en est-il de la troisième personne? Parce qu'il n'y en a pas deux, c'est censé y en avoir trois. La troisième personne, elle n'existe pas vraiment comme existent les deux premières. Ce qui compte, ce sont les protagonistes de l'acte de parole. Première personne, deuxième personne. Et la troisième personne, je crois que Benveniste dit quelque part que c'est une non-personne, c'est justement ce qui n'est pas. C'est simplement ce qui n'est pas la première ou la deuxième personne. C'est-à-dire que la troisième personne permet de désigner n'importe qui, si on s'en tient aux personnes, au sens aux individus, n'importe qui n'est pas un des interlocuteurs. Donc, dans une conversation,
vous ne devez pas employer la troisième personne normalement pour vous désigner vous-même ou pour vous désigner celui à qui vous parlez. Si vous faites ça, c'est très bizarre. Alors évidemment, il y a des gens qui font ça, il y a eu De Gaulle, etc. Il y a plein... Et c'est intéressant aussi d'analyser ce qui se passe quand on fait ça, mais de façon normale, disons, pour se désigner soi-même, on emploie la première personne, pour désigner l'interlocuteur, on emploie la deuxième personne, et la troisième personne est réservée pour les cas où on parle de quelqu'un qui n'est ni le locuteur, ni la personne à qui l'on parle. Donc on peut dire que la troisième personne correspond à une personne tierce dans l'interlocution. L'interlocution, c'est deux personnes, et puis il y a le tiers dont on parle, mais qui n'est ni celui qui parle, ni celui à qui celui qui parle s'adresse. Donc ça, c'est, je pense, ce qu'on peut dire sur ces trois personnes. Mais à propos de la troisième personne, il y a autre chose que je voudrais indiquer qui me semble distinguer aussi la troisième personne des deux autres. C'est que dans le cas de la première et de la deuxième personne, dans le cas de je et de tu, la référence, alors ce que j'appelle la référence ici, comme le savent ceux d'entre vous qui ont déjà assisté à certains de ces cours, la référence, c'est cette notion technique employée notamment dans la philosophie analytique pour ce dont on parle. On pourrait parler de désignation aussi bien. Donc la référence d'une expression, c'est ce qu'elle désigne, ce à quoi elle renvoie. Et dans le cas d'un pronom comme je ou tu, la référence, c'est je fais référence à la personne qui parle, désigne la personne qui parle, et tu désignes la personne à qui l'on parle. Alors, dans le cas de je et de tu, la référence, c'est-à-dire ce dont on parle, est fixée, déterminée, dès qu'est fixée la situation d'énonciation. Qu'est-ce que c'est que la situation d'énonciation ? C'est cette notion, situation d'énonciation, ou, comme dit David Kaplan, dont je dirai un mot plus tard, le contexte, ce qu'il appelle le contexte, en gros, c'est qui parle, quand, à qui, où, quelque chose comme ça. Vous avez un ensemble, une situation d'énonciation peut être caractérisée par un ensemble de paramètres qui impliquent notamment la personne qui parle, celui à qui il s'adresse et des choses de ce genre. Quand on a fixé ça, on sait quel est le contexte d'énonciation. Il y a plein de choses qu'on peut ne pas savoir, mais au moins on sait cela. Il y a des circonstances où on ne connaît pas le contexte d'énonciation. Quand vous trouvez par terre une note en première personne disant « je suis bien arrivé », vous ne connaissez pas le contexte d'énonciation, vous ne savez pas qui a dit ça, vous ne savez pas quand. Donc du coup, vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce qui est dit, parce que vous ne connaissez pas le contexte d'énonciation. Mais dans le cas des mots comme « je » et « tu », on a besoin du contexte d'énonciation pour savoir qui est désigné, puisque précisément, je désigne la personne qui parle. Donc, pour savoir qui est désigné, on a besoin de savoir qui parle. On a besoin de connaître le contexte d'énonciation. Et pareil, pour savoir à quoi renvoie-tu, on a besoin de savoir à qui le message s'adresse. Donc, on a besoin là aussi de connaître le contexte d'énonciation. Mais ce qui est important et que j'allais signaler, c'est que dans le cas de je et de tu, à partir du moment où le contexte d'énonciation est connu, où on sait qui parle, quand, à qui, quelque chose comme ça, où peut-être, à partir du moment où on connaît le contexte d'énonciation, la référence de je ou de tu est fixée, puisque je, ça n'est rien d'autre que la personne qui parle. Donc si vous savez qui parle, vous savez qui je désigne. Petite parenthèse, évidemment, il peut y avoir des complications, comme avec l'exemple du jeu vidéo tout à l'heure. Je suis mort, donc il faut que je recommence là. Si vous connaissez le contexte d'énonciation, est-ce que ça suffit ? Il y a deux candidats, mais encore une fois, c'est une complication. Donc je parle simplement du cas normal, du cas simple. Dans le cas simple, connaître la situation d'énonciation, c'est savoir notamment qui parle et à qui on parle. Et savoir cela, ça suffit pour déterminer qui le mot « je » désigne dans ce contexte et qui le mot « tu » désigne dans ce contexte. Ça paraît évident, et on ne voit pas pourquoi il en serait autrement, mais le point important, c'est que ça ne marche pas du tout comme ça avec la troisième personne. Avec la troisième personne, si dans une phrase vous avez il ou elle, connaître le contexte d'énonciation, savoir qui parle, à qui, quand, où, et des choses comme ça, ça ne vous dit pas de qui on parle. Le contexte d'énonciation, c'est une petite scène.
comme là. C'est une petite scène où il y a des personnages. Donc si on arrive à identifier les éléments de la scène, on connaît le contexte d'énonciation, mais ça ne nous permet pas de déterminer de qui on parle si on emploie la troisième personne. Si je dis par exemple « elle est venue », ça ne nous dit pas, puisque « elle », justement, troisième personne désigne une personne tierce, quelqu'un qui n'est pas là dans la scène, justement, la petite scène énonciative. Donc connaître la scène énonciative, identifier les éléments de la scène énonciative, ça ne nous suffit pas pour identifier la référence de la troisième personne. Puisque la référence de la troisième personne, c'est quelqu'un, si on s'en tient encore une fois aux individus, quelqu'un dont on parle, et ça peut être n'importe qui. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui se trouve là dans la scène énonciative, dans le contexte d'énonciation. Donc la troisième personne a en commun avec la première et la deuxième personne que dans tous les cas, on a besoin d'informations supplémentaires. Pour savoir qui est désigné, on a besoin de connaissances d'arrière-plan. Si vous avez, dans l'exemple que je donnais, où vous ne connaissez pas le contexte d'énonciation, où vous tombez sur une phrase écrite sur un bout de papier, vous ne savez pas qui a prononcé cette phrase en s'adressant à qui, à quel moment, vous ne savez pas ce qui est dit. Vous ne savez pas ce qui est dit par « je suis bien arrivé » et vous ne savez pas ce qui est dit par « elle est bien arrivée ». Dans tous les cas, on a besoin, le contexte doit apporter quelque chose. Mais à l'intérieur de cette catégorie des mots dont la référence dépend du contexte d'une façon ou d'une autre, parce que quand on n'a aucune connaissance sur le contexte d'énonciation, on ne comprend pas ce qui est dit, à l'intérieur de cette catégorie, il y a quand même deux sous-classes. Il y a la sous-classe des mots comme « je » et « tu », où la simple connaissance du contexte d'énonciation, de la situation d'énonciation, en ce sens minimal, qui parle, quand, à qui, la simple connaissance de ce que j'ai appelé la scène énonciative suffit à fixer la référence de ces mots-là. Alors que dans des mots comme le pronom de troisième personne, ça ne suffit pas. La simple connaissance de la scène énonciative ne suffit pas. Il faut savoir aussi de quoi on parle, qu'est-ce que les personnages ont en tête, qu'est-ce qui s'est passé dans la conversation précédente, des choses de ce genre. On a besoin de connaissances beaucoup plus étendues. On peut illustrer cette différence entre les cas où la référence d'une expression est déterminée dès qu'est donné le contexte d'énonciation, et les cas où la référence d'une expression reste sous-déterminée même si on connaît le contexte d'énonciation, si on connaît en ce sens minimal, qu'on peut identifier les personnages de la scène énonciative, le moment où ça se passe, l'endroit, etc. On peut illustrer cette différence en prenant un exemple qui n'est pas de l'ordre de la première personne ou la troisième, d'autres types d'expressions. Et là, en l'occurrence, dans le cas temporel, je voudrais contraster un mot comme « demain », qui désigne un certain jour. Et là encore, pour savoir quel est le jour que désigne demain, si quelqu'un, vous trouvez une note sur un bout de papier où il y a marqué « demain, je serai là », vous ne savez pas quand est demain, parce que vous ne savez pas quand ça a été dit. Si vous connaissez le contexte d'énonciation, vous savez quel jour ça a été énoncé, à ce moment-là, vous savez que demain fait référence au jour suivant. Parce qu'il y a cette règle, que demain désigne le jour suivant le moment de l'énonciation. Donc le demain, c'est un peu comme je et tu, c'est-à-dire que si on connaît la situation d'énonciation, on sait quand le discours est prononcé, on sait automatiquement à quoi demain fait référence, ça fait référence au jour suivant. Et je voudrais contraster une expression comme demain, pour laquelle la référence est fixée dès qu'est fixé le contexte d'énonciation, avec une autre expression qu'on peut utiliser, on peut dire l'autre jour, ou peut-être, oublions demain parce que le parallèle n'est pas bon, on peut dire avant-hier. Avant-hier, Jean avait l'air satisfait. Donc si je dis ça, vous comprenez ce que je dis à partir du moment où vous savez quand je le dis. Enfin, vous comprenez au moins à quel jour je fais référence quand je dis avant-hier, si vous savez quel jour nous sommes, au moment où je parle, disons. Puisque avant-hier désigne
le jour qui précède le jour précédant l'énonciation. Et donc là, vous avez une règle et ça permet de déterminer la référence simplement à partir de la connaissance du contexte d'énonciation du moment où l'on parle. Et si au lieu de dire avant-hier, Jean avait l'air satisfait, je dis l'autre jour, Jean avait l'air satisfait. Ben, l'autre jour, Jean avait l'air satisfait, c'est aussi un énoncé type. L'autre jour, ça pourrait très bien être avant-hier, justement. Ça pourrait être le même jour auquel on fait référence de ces deux façons. Mais une différence, c'est que pour comprendre de quel jour on parle, quand on dit l'autre jour, Jean avait l'air satisfait, ben, il ne suffit pas de savoir quel jour on est. Savoir quel jour on est ne nous dit pas à quel jour on fait référence quand on dit l'autre jour, Jean avait l'air satisfait. En général, quand on dit quelque chose comme l'autre jour, l'interlocuteur comprend de quel jour on parle parce qu'on évoque quelque chose de familier. Si je dis l'autre jour, Jean avait l'air satisfait, si je vous dis ça à vous, vous allez réfléchir aux précédents épisodes impliquant Jean, et où il serait raisonnable de dire à propos de cet épisode que Jean avait l'air satisfait. Vous allez identifier le jour dont je parle, parce que nous avons une sorte d'expérience commune, des connaissances communes, qui vont vous mettre sur la voie. Mais en tout cas, il n'y a pas une règle linguistique qui nous permette, étant donné le jour dans lequel la parole se produit, de déterminer à quel jour l'autre jour fait référence. L'autre jour, pour comprendre à quoi ça fait référence, il faut pénétrer les intentions du locuteur. Il faut essayer de voir à quel jour il peut bien être en train de faire référence, de quoi il peut bien être en train de parler quand il dit ça. Ce n'est pas déterminé. Même si vous savez quel jour nous sommes, il reste du travail à faire et il y a des tas de possibilités de simplement pas comprendre à quoi l'autre jour fait référence. Donc l'autre jour, l'expression l'autre jour fait référence à un certain jour, mais n'encode pas une règle précise qui permette de déterminer le jour dont il s'agit, contrairement à avant-hier. Car avant-hier, ça encode une règle très précise qui dit vous partez du jour où a lieu la parole et vous remontez 2 jours avant, c'est ça le jour dont on parle. Donc là, il y a une règle, et c'est une règle que connaît quiconque comprend le français. C'est ça le sens de l'avant-hier, c'est cette règle. Alors, on pourrait penser que, du fait de ce que je viens de dire, que l'autre jour est vague, imprécis, ne nous dit pas précisément ce dont il s'agit. Et effectivement, ça peut correspondre à plein de jours différents, alors qu'avant-hier, c'est quelque chose de précis. Mais ce n'est pas ça la distinction que j'ai en tête. Ce n'est pas la distinction entre le vague et le précis. Peut-être que cette distinction s'applique à ce cas, je ne suis pas sûr. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai en tête. Pourquoi ? Parce que le locuteur, celui qui parle, donc, peut faire référence à quelque chose de très précis en contexte. Et il peut faire référence à un jour très précis. Et l'auditeur peut très bien comprendre ce dont il s'agit, même si l'expression utilisée pour faire référence n'encode pas une règle qui permette de déterminer la référence. Donc la question de savoir si on parle de quelque chose de précis ou pas, ce n'est pas la même question que la question de savoir si le matériel linguistique lui-même, les mots que nous utilisons, nous fournissent des règles, des moyens qui permettent de déterminer ce dont on parle à partir simplement de la connaissance du contexte d'énonciation. C'est deux questions différentes. Je pense qu'on peut les illustrer en prenant un autre exemple tiré d'un autre domaine, disons. Le cas des expressions possessives, c'est un cas intéressant. Donc j'en parle souvent et beaucoup de gens en parlent. Vous avez une expression comme « le bateau de Jean » qui normalement exprime la possession, le fait que Jean, on parle de possessif parce que ce qui vient à l'esprit comme interprétation d'une expression comme « le bateau de Jean », c'est quelque chose comme « le bateau que possède Jean ». Mais en fait, cette description n'est pas correcte parce que cette construction n'implique pas la possession et se prête à beaucoup d'interprétations différentes, puisque le bateau de Jean, ça peut être le bateau que Jean possède, effectivement, mais ça peut être aussi celui qu'il conduit, ça peut être celui qu'il convoite, ça peut être celui qu'il a dessiné, et si vous y réfléchissez bien, c'est une question un peu ouverte parce que tout le monde n'est pas d'accord
là-dessus, mais on peut penser, et j'ai tendance à penser, que n'importe quelle relation qui serait suffisamment présente à l'esprit des interlocuteurs pourrait être la relation pertinente quand on dit le bateau de Jean, la relation entre Jean et le bateau. Ce n'est pas forcément la possession. Donc il doit y avoir une certaine relation, R, et le bateau de Jean désigne le bateau avec lequel Jean est dans la relation R. Ça peut être le fait de posséder le bateau, mais ça peut être toute autre chose. Cette relation, c'est à chaque fois une relation précise. Dans chaque parole qui en fait intervenir cette construction possessive aura une interprétation bien précise. Dans un cas, je veux dire le bateau qu'il possède, dans l'autre cas, le bateau qu'il conduit, dans l'autre cas, le bateau qu'il a dessiné. Et à chaque fois, c'est une interprétation très précise. Cette interprétation, elle varie avec le contexte, ce n'est pas toujours la même. Mais, contrairement à ce qui se passe avec un mot comme demain ou avant-hier, ou je ou tu, il n'y a pas dans la signification de l'expression le bateau de Jean ou dans la construction possessive, il n'y a pas une règle qui permette de déterminer la relation R pertinente en fonction simplement des données de la situation d'énonciation, ce que j'ai appelé la scène énonciative. Là encore, pour comprendre ce dont parle Jean, il faut savoir ce qu'il a en tête. Et il ne suffit pas de savoir qui parle quand, à qui et où. Et ce n'est pas une question ici du tout de vague ou de... Ce n'est pas du tout vague. L'interprétation est toujours précise, mais elle dépend du contexte, et elle dépend du contexte d'une façon qui ne correspond pas à une règle qu'on pourrait appliquer mécaniquement. Il suffirait de connaître simplement la situation d'énonciation et on saurait l'interprétation. Ici, l'interprétation dépend du contexte dans un sens beaucoup plus général qui fait intervenir bien d'autres facteurs que simplement la connaissance des éléments de la scène énonciative. Alors, donc j'ai dit qu'il y avait différents types d'expressions. Parmi les expressions dont la référence ou la valeur sémantique dépend du contexte, il y a différents types suivant que la référence en question est déterminée par une règle en fonction du contexte, ou bien n'est pas déterminée par une règle, mais est laissée beaucoup plus à l'appréciation, à l'intelligence générale, disons, de l'interprète, qui doit faire des hypothèses sur ce que peut bien vouloir dire le locuteur. Cette distinction, souvent je me la représente par une analogie avec un jeu de cartes où il y aurait 3 types de cartes différentes. Et ça, c'est les cartes normales, disons. Et ce que je veux dire par les cartes normales, je veux dire des cartes qui possèdent une valeur fixe. Et par valeur, ici, évidemment, ça dépend des jeux de cartes et tout ça. Il y a des jeux où les cartes possèdent effectivement des valeurs, on compte les points à un moment, le valet vaut 2, la dame vaut 3, le roi vaut 4, des choses comme ça. Ce seraient des valeurs fixes. Les valeurs peuvent aussi être relatives au sens où simplement il y a un ordre, les cartes sont plus fortes que d'autres et cet ordre est également fixé. Donc, dans ces systèmes-là, les cartes possèdent certaines valeurs, qu'elles soient relatives ou absolues, les cartes possèdent des valeurs qui sont des valeurs fixes. Et ceci contraste avec d'autres cartes, c'est le deuxième type, qui n'ont pas de valeur fixe. Donc ce sont les jokers. Alors là aussi, les jokers, il y a plusieurs systèmes avec les jokers. Ce que j'ai en tête, c'est que le joker, au moins dans certains jeux, c'est une carte qui prend la valeur que vous décidez. Vous jouez la carte et la carte vaut comme ce que vous voulez. Par exemple, c'est un roi dans ce contexte. Ça prend la valeur que vous voulez. Alors, donc ça, c'est ce qui existe dans les jeux de cartes. Et il y a quelque chose qui n'existe pas, mais je vous dis qu'on peut l'imaginer. Ce serait des cartes, un troisième type de carte dont la valeur serait relative. Et ce que je veux dire par là, enfin, relative, excusez-moi, j'ai employé l'expression il y a un instant à propos de la valeur fixe. Donc là, c'est une ambiguïté. Mais je vais vous donner un exemple, comme ça, le mot relatif ne doit pas vous égarer. Je veux dire, on aurait par exemple une carte plus qui prendrait la valeur d'une dame si la carte précédemment jouée était un valet. Donc une carte qui prend
exactement la valeur plus 1 par rapport, disons, la valeur supérieure à la carte qui vient immédiatement d'être jouée. Donc la valeur de cette carte-là, la carte plus, dépend du contexte de la carte qui vient d'être jouée précédemment, mais il y a une règle qui nous dit c'est 1 de plus. Donc si c'était un valet, c'est une dame. Si c'est une dame qui vient d'être jouée, la carte plus vaut pour un roi, etc. Et on pourrait imaginer de la même façon une carte moins avec le même type de règle, mais qui prendra à chaque fois la valeur inférieure. Donc, tu prendrais la valeur d'un valet si la carte précédemment jouée était une dame, et tu prendrais la valeur d'une dame si la carte précédemment jouée était un roi. Dans ce type de cas, la valeur de la carte est fixée à l'avance par une règle. Donc, il y a une règle qui fait partie des règles de ce jeu que je viens d'imaginer. La valeur de la carte n'est pas laissée à la discrétion du joueur, comme c'est le cas pour le joker. Pour le joker, c'est le joueur qui décide. C'est comme il veut. Là, ce n'est pas du tout comme il veut, il y a cette règle. Donc la valeur de la carte dépend du contexte, puisque ça dépend de ce qui a été précédemment joué, mais ça n'est pas laissé à la discrétion du joueur, c'est fixé par une règle. Et donc ce contraste ici entre les jokers, où la valeur de la carte est laissée à la discrétion du joueur, et ces cartes comme moins et plus, qui prennent une valeur qui dépend du contexte mais qui est fixée par une règle, correspond, dans mon esprit, à la différence linguistique entre des mots comme « je » et « tu », dont la valeur est fixée par une règle. Je désigne la personne qui parle. Donc, effectivement, on a besoin de connaître le contexte, on a besoin de savoir qui parle, mais une fois qu'on sait qui parle, on sait qui je désigne. Et tu, pareillement, désigne la personne à qui on parle. Donc ça correspond, c'est un peu comme les cartes moins et plus. Il y a une règle qui fixe la référence en fonction du contexte, certes, mais c'est différent des cas où il n'y a pas vraiment de règle et où on a besoin du contexte, mais pas simplement d'une connaissance minimale des ingrédients, disons, de la scène énonciative. Donc, dans le cas des cartes moins et plus dont je parlais, il y a un certain paramètre, il y a quelque chose relativement à quoi on fixe la valeur de la carte, c'est la carte précédemment jouée. Si la carte précédemment jouée est un valet, et si j'ai la carte plus, ma carte plus vaut pour une dame. Et inversement, si j'ai la carte moins et que la carte précédemment jouée était une dame, ma carte moins vaudra pour un valet. Donc ici, le repère contextuel qui permet de déterminer, d'appliquer la règle et de déterminer la valeur de la carte, le repère contextuel, c'est la valeur de la carte précédemment jouée. Et dans le cas des mots comme « je » et « tu », la valeur du mot, la référence, ce que le mot désigne, le mot « je » désigne ou le mot « tu » désigne, est fixée également par rapport à un certain repère contextuel. Et le repère contextuel, eh bien, c'est la situation d'énonciation, c'est qui parle et à qui. Relativement à un contexte, c'est-à-dire à la donnée d'une scène énonciative où il y a quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre, eh bien, je désigne la personne qui parle et tu désignes la personne à qui on parle. Donc c'est fixé par une règle, mais en fonction d'un certain repère, d'un élément contextuel dont la connaissance est donc requise pour arriver à fixer la référence. Alors je et tu, bien sûr, ne sont pas du tout les seuls mots dont la valeur sémantique est fixée par une règle de cette façon-là, une règle relativement à un paramètre de la situation d'énonciation. Il y a en fait un ensemble de mots qui ont cette propriété, un petit système, qui inclut aussi des mots comme « ici » et « maintenant », évidemment. « Ici » désigne le lieu où se produit la parole. Donc la scène énonciative, j'ai dit, c'est des personnages, il y en a un qui parle à l'autre, ils sont en un certain lieu, à un certain moment. « Ici » désigne le lieu où se produit la parole. « Je » désigne la personne qui occupe la position de locuteur. « Tu » désigne la personne à qui cette personne s'adresse. Ici, donc, désigne le lieu où ça se passe. Maintenant, désigne le moment où ça se passe. Et de la même façon, comme je l'ai indiqué quand j'ai parlé de avant-hier et de demain, vous avez tous ces systèmes d'expression temporelle qui se comprennent de la même façon. Aujourd'hui désigne le jour où a lieu la parole. Donc là, à nouveau, c'est la connaissance de la situation énonciative. Ça se passe à un certain moment, en un certain jour. Aujourd'hui désigne le jour en question. Maintenant désigne le moment de façon plus précise. Avant-hier désigne... Il y a une règle qui
part du jour de l'énonciation et qui remonte 2 jours en arrière, demain va au jour suivant, etc., etc. Donc tout ce système-là est défini par rapport à la situation d'énonciation, dont la connaissance est présupposée dans la mesure où, dans la parole en face à face, ça se passe très différemment à l'écrit, mais dans la parole ordinaire, quand vous parlez à quelqu'un, la personne à qui vous parlez, ou les gens qui assistent à l'acte de parole, eh ben, ils savent qui parle quand à qui, parce qu'ils y assistent. Et donc, ils ont cette connaissance du contexte d'énonciation. Donc, ils peuvent comprendre ce qui est dit, puisqu'ils peuvent appliquer ces règles qui sont associées à ces expressions. Donc, à chaque fois, toutes ces expressions sont gouvernées par des règles qui fixent la référence par rapport à un repère, et le repère, c'est la situation d'énonciation, que est censé connaître quiconque assiste à l'acte de parole. Alors, l'acte d'énonciation, ici, joue un rôle fondamental. C'est l'acte d'énonciation, c'est l'événement constitué par le fait que quelqu'un s'adresse à quelqu'un d'autre dans une certaine situation. C'est la connaissance de ce fait-là qui va permettre de déterminer le contenu des paroles, quand il y a des mots comme ces mots qui sont gouvernés par ce type de règles. Donc, l'acte d'énonciation joue un rôle fondamental. Dans les théories contemporaines, il y a ce qu'on appelle la théorie des actes de parole. La théorie des actes de parole, c'est à ça qu'elle fait référence. Elle fait référence précisément à cet événement particulièrement important pour le discours, qu'est l'événement d'énonciation, événement dont la connaissance est requise pour déterminer le contenu des paroles, dans la mesure où il y a les expressions du type de celles dont je viens de vous parler. Benveniste, dont je parlais il y a un instant, Benveniste qui était professeur ici même et qui a été le pionnier un des pionniers des études des actes de parole et des mots comme justement le système des pronoms et des choses de ce genre. Donc Benveniste avait fabriqué une expression nouvelle, il appelait instance de discours. Par instance, il voulait dire instance, je vais parler tout à l'heure de la distinction entre type et occurrence qui est utilisée beaucoup par les philosophes. L'idée d'instance, c'est un peu comme l'idée d'occurrence, c'est l'idée de quelque chose de singulier, mais je vais y revenir. En tout cas, Benveniste parlait d'instances de discours et il définissait les instances de discours comme étant, je le cite, les actes discrets et chaque fois uniques par lesquels la langue est actualisée en parole par un locuteur. Et c'est ça, l'instance de discours, dont la connaissance est requise et qui permet de déterminer le contenu, le sens de ce que désigne tout un ensemble d'expressions du langage qui font référence à l'instance de discours. Donc ce qui frappe quand on regarde des mots comme « je », « tu »,« ici »,« maintenant », mais si vous voulez, je vais m'en tenir à « je », qui est mon sujet, c'est une sorte de contraste entre le fait qu'un mot comme « je » se distingue, par exemple, d'un nom propre, et à mon nom, François Reichenati, qui me désigne moi, et comme je le disais tout à l'heure, « je » ne désigne personne en particulier, puisque c'est associé à un rôle. Donc « je » peut désigner n'importe qui. Ça me désigne moi, pas moi en particulier, ça me désigne moi uniquement quand j'endosse ce rôle de locuteur. Et quand je parle, à ce moment-là, je peux dire « je » pour me désigner, mais le mot « je » en tant que tel ne me désigne pas. C'est seulement dans un cas particulier, dans un contexte particulier, que le mot « je » peut me désigner, mais il peut aussi désigner n'importe qui d'autre. Donc on a à la fois une sorte de variabilité extrême de la référence, qui est que « je » peut désigner n'importe qui au moins qui est capable de parler, disons, mais pas que, d'ailleurs on peut faire semblant, imaginer qu'on a plein de publicités où, par exemple, dans le train, maintenant, vous avez une image de valise sur un mur avec marqué « mettez-moi là » dans les toilettes. Mais « moi » fait référence à la valise. Et donc là, évidemment, la valise ne peut pas parler, mais on fait comme si elle pouvait, comme si elle nous disait « mettez-moi là ». Mais bon, c'est pas
je peut désigner, oublions ces cas à nouveau un peu particuliers, je peut désigner n'importe qui pourrait occuper le rôle de locuteur, donc je change de référence, peut changer de référence à chaque emploi. Mais d'un autre côté, on a envie de dire que le sens de je est toujours le même. La signification linguistique de je est quelque chose de fixe. Ce n'est pas quelque chose qui varie. La signification linguistique de je, c'est cette règle d'emploi que je désigne la personne qui le prononce. Je désigne celui qui dit je. C'est ça la règle, et cette règle-là, quiconque comprend le français la connaît, au moins tacitement. C'est la même règle pour tout le monde, mais l'application de la règle détermine que différentes personnes font référence à des individus différents lorsqu'ils emploient je, puisque chacun fait référence à lui-même. Donc, c'est un peu un paradoxe qu'on ait à la fois la variabilité extrême de la référence de je, d'un côté, et de l'autre côté, l'idée que la règle qui fixe la référence de je est fixée une fois pour toutes, et la même pour tout le monde, c'est fixé dans le système linguistique partagé par les utilisateurs du français. Ça paraît un peu contradictoire, comment la référence pourrait être fixée par une règle qui est la même pour tout le monde, et comment la référence pourrait néanmoins varier d'un individu à l'autre. Mais le paradoxe est résolu simplement quand on voit que la règle fixe la référence relativement à un repère qui, lui, est variable, éminemment variable, puisque le repère, c'est l'acte d'énonciation, et que, comme dit Benveniste, l'acte d'énonciation, il est unique à chaque fois. C'est un événement qui se produit une fois et qui ne se reproduira jamais. Parce qu'il peut se reproduire un événement qui ressemble beaucoup, vous pouvez dire quelque chose qui ressemble à ce que vous avez dit, vous pouvez même répéter exactement la même chose, mais ce ne sera pas exactement au même moment, ce ne sera pas le même acte d'énonciation. Et dans ce système de mots comme je, tu, ici, maintenant, etc., la référence est fixée par rapport à l'acte d'énonciation dans ce qu'il a d'unique, dans son côté événement. L'instance de discours, dit Benveniste, c'est l'acte d'énonciation qui convertit, il emploie ce mot, convertit les signes de la langue. Les signes de la langue, pour lui, existent, comme pour Saussure, à titre de potentialité dans le cerveau des utilisateurs. Donc vous avez ce système de la langue qui existe à titre de virtualité dans le cerveau des utilisateurs, et l'instance de discours, l'acte d'énonciation, convertit ces signes de la langue en événements de parole. Donc il y a une sorte de passage de ce qu'il appelle l'actualisation dans la parole. Et ce n'est pas du tout le même statut. Le signe de la langue, en tant que tel, possède une signification, qui peut être une règle ou quelque chose comme ça. Et quand il est mis en œuvre dans la parole, quand il est actualisé, il acquiert autre chose. Il se met à désigner quelque chose de particulier dans la situation d'énonciation. En tout cas, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est cette idée que le signe est quelque chose, donc là j'ai parlé de potentialité, que le signe existe comme une sorte de potentialité dans l'esprit des utilisateurs. Je ne vais pas développer cette idée, et c'est plutôt l'idée d'abstraction qui va être importante dans la suite, mais en tout cas, ce qui compte, c'est que lorsque se produit ce que Benveniste appelle l'actualisation, lorsque quelqu'un se saisit du signe pour l'actualiser dans la parole, il y a quelque chose de concret qui se produit. Ce qui se produit de concret, c'est qu'une occurrence du mot est produite. Il y a cette espèce de mot « je » virtuel qui est dans votre esprit, vous connaissez ce mot de la langue, ça fait partie du système de la langue, mais l'actualiser dans la parole, c'est prononcer un mot, c'est dire « je », et ce mot « je » qui est prononcé, c'est une occurrence concrète. C'est quelque chose de concret. Il y a vraiment un événement qui se passe qui est la production sonore du mot « je ». Ici, on rencontre l'idée, j'ai parlé d'occurrence, je crois, dans la philosophie anglo-saxonne, suivant Charles Sanders Peirce, le philosophe américain qui est pionnier de la sémiotique et à qui on doit beaucoup d'innovations dans le domaine de la philosophie du langage. Donc Peirce a notamment introduit une distinction qui est devenue extrêmement fameuse et que tout le monde utilise,
qui est la distinction entre, en anglais, le type et le token, c'est les types et les occurrences. À propos des mots, vous avez une citation ici, parmi beaucoup d'autres, où il nous dit que si vous devez compter sur une page les mots, il y a deux façons de compter les mots. Bon, je lis. Une façon usuelle d'estimer le volume d'un manuscrit ou d'un livre imprimé est de compter le nombre des mots. Il y aura ordinairement à peu près 20 le par page, et bien sûr, il compte comme 20 mots. Dans un autre sens du mot mot, cependant, il n'y a qu'un seul mot le en français. Et il est impossible que ce mot soit visible sur une page ou audible dans une séquence sonore pour la raison qu'il n'est pas une chose singulière ou un événement singulier. Il n'est pas dans quelque chose de concret, il n'existe pas en ce sens. Il détermine seulement des choses qui, elles, existent. Je propose de l'appeler un type. Donc le mot le du français est une sorte d'abstraction. Il appelle ça un type, ça correspond à cette virtualité dont parle Benveniste. Et le contraste suit dans la citation de Peirce, un événement singulier qui n'a lieu qu'une fois et dont l'identité est limitée à cette occurrence, ou un objet singulier, une chose singulière, qui est en un certain point singulier à un moment déterminé, comme ce mot-ci ou celui-là, figurant à telle ligne, telle page de tel exemplaire particulier d'un livre, recevra le nom de token. Donc le contraste ici, en fait, on pourrait compliquer les choses et avoir plus que simplement deux termes, mais ce que veut faire Peirce, c'est contraster un mot comme quelque chose de concret, une occurrence particulière, et il dit donc, vous prenez un exemplaire particulier du livre et vous regardez à telle ligne, telle page, vous avez le mot le, ce mot-ci, c'est quelque chose de concret. C'est un objet concret qui a cette singularité qui n'est pas répétable. Par contre, évidemment, il y a un sens de mot où le mot est répétable. Le mot « le », vous pouvez, à chaque fois que vous dites « le », vous répétez le mot. Pareil, le mot « je », il y a le mot « je » de la langue, celui qui est déposé dans le cerveau des locuteurs du français, comme dit Saussure. Ce mot « le », qui est une sorte d'abstraction, c'est quelque chose qui est éminemment répétable, qui n'est que répétable, qui se définit justement par le fait d'avoir des instances multiples, qui sont tous ces mots concrets qui sont conformes à ce pattern, à ce type. Donc il y a cette distinction type-token, cette citation, ainsi que beaucoup d'autres de Peirce et d'autres auteurs sur le sujet se trouvent, ça c'est mon premier livre, très ancien, La transparence et l'énonciation. Il y avait un chapitre sur ces questions, enfin plusieurs même, et avec beaucoup de citations, et notamment Peirce a beaucoup varié dans sa terminologie, il a introduit plein de façons d'exprimer cette distinction type-token qui a fini par s'imposer sous cette appellation-là, mais il avait plein d'autres expressions. Donc je donne cette citation et beaucoup d'autres dans ce livre à qui je vous renvoie. Et parmi les choses que je mentionne dans ce livre, il y a le fait que parmi les auteurs qui ont discuté cette distinction, qui l'ont eux-mêmes élaborée, disons, j'en mentionnais 3, Alan Gardiner, John Austin et Bertrand Russell, qui tous les trois, de façon indépendante, font une sorte d'analogie entre ce qui se passe avec les mots et la distinction type-token et ce qui se passe avec les espèces botaniques ou animales. C'est-à-dire que la relation, disent-ils, entre une espèce botanique et animale et les membres ou les spécimens, les membres de l'espèce, c'est la même chose que la relation entre le type et les tokens dans la langue. Donc, ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ragondin, au moins si mes informations sont bonnes. Donc, c'est une espèce de rongeur, et chaque ragondin particulier, chaque spécimen est un membre de l'espèce et donc une instance du type. On peut parler du type pour parler de l'espèce, le type ragondin, l'espèce ragondin, et il y a les membres de l'espèce qui sont des instances du type. Le mot instance ici, type instance, Peirce parle de token, mais le mot instance aussi est pertinent, et ce mot instance, c'est le mot qu'employait, vous vous souvenez, Benveniste, quand il parle d'instance de discours. Donc, de même que chaque ragondin particulier est un membre de l'espèce, un spécimen ou une instance du type ragondin, de même, le mot ragondin, nous disent les trois auteurs que j'ai cités, le mot ragondin est aussi un type abstrait
Et chaque occurrence du mot, à chaque fois que quelqu'un dit ragondin, on a une nouvelle instance. Chaque occurrence est une instance particulière, un spécimen de ce type. C'est pareil. Les mots, c'est pareil que le reste. Et c'est ce que nous disent donc ces trois auteurs. Donc à chaque fois que quelqu'un emploie le mot ragondin, il produit une instance nouvelle, un token du type, de même que chaque femelle ragondin qui met bas produit un nouveau membre de l'espèce. La raison pour laquelle j'introduis cette idée de token ou d'occurrence, d'instance, c'est parce que pour des mots comme « je » et tous les mots de la même famille que j'évoquais, pour les mots comme « je », ce qui désigne un individu particulier, ce qui fait référence à quelqu'un, c'est seulement l'occurrence, seulement le token. Le mot « je » en tant que mot de la langue ne désigne personne en particulier. C'est pourquoi quand vous tombez sur une note sans connaître le contexte, je suis bien arrivé. La simple connaissance de la langue ne vous permet absolument pas de savoir de qui on parle. Le mot « je » en tant que tel ne désigne personne, mais c'est une occurrence particulière du mot « je », un token particulier qui désigne quelqu'un. Et avec ces mots, les mots de la famille de ceux dont je vous parle aujourd'hui, c'est seulement les occurrences, les tokens qui font référence, qui désignent. Et c'est différent pour d'autres expressions. Si vous prenez les noms propres, clairement, tout à l'heure je parlais de mon nom, François Recanati, ça me désigne moi-même. Le nom en tant que tel est associé à un individu. Ou même les noms communs. Le mot ragondin est associé à une certaine espèce dont il est le nom. Et il y a cette association qui est en quelque sorte stable entre une expression linguistique et une réalité à quoi l'expression linguistique renvoie. Mais dans le cas de mots comme « je » ou « tu », le mot de la langue n'est pas associé de façon directe à quelque chose dans la réalité extralinguistique. C'est seulement à travers l'actualisation du mot en parole, la production d'un token, d'une occurrence particulière, c'est seulement à travers cela que la désignation de quelque chose dans le monde extralinguistique peut se faire. Parce que ce qui est désigné relativement à l'acte de parole. Donc on a besoin de l'acte de parole. S'il n'y a pas l'acte de parole, rien n'est désigné. L'énonciation, l'acte de parole, a un auteur. D'autre part, c'est aussi un acte qui se produit à un certain moment, en un certain lieu. Donc, et ces mots, les mots de la famille dont je vous parle, renvoient à ces différents aspects de la scène énonciative. Je désigne l'auteur de l'acte, et donc je ne peux désigner cet auteur que si l'acte est effectivement accompli, sinon il n'y a pas d'auteur et je ne désigne rien. Le mot maintenant désigne le moment où il se produit, le mot ici, le lieu où ça se passe, etc. Et rien de toutes ces désignations ne peuvent s'accomplir qu'à partir du moment où est produit effectivement le mot token au cours d'un acte de parole. Alors un autre auteur fondamental que je dois mentionner évidemment ici, c'est Hans Reichenbach, qui a introduit une terminologie particulière pour parler de ces mots dont la référence est fixée au niveau du token, au niveau de l'occurrence, en fonction d'un aspect de la situation d'énonciation, et non pas au niveau du type. Il appelle ces mots les expressions token réflexives. C'est un peu barbare, mais je vais expliquer l'expression. Reichenbach a une œuvre importante. Il est surtout connu en philosophie des sciences, philosophie de la physique, mais il a travaillé dans beaucoup de domaines. Et dans le livre Éléments de logique symbolique, il est un des premiers à avoir montré comment les outils de la logique formelle contemporaine, la nouvelle logique, disons la logique mathématique, peuvent être appliqués à l'étude des langues vernaculaires, des langues comme le français, alors à une époque où les gens étaient assez sceptiques sur la possibilité, disons, de combler le fossé entre ces langages formels obéissant à des règles bien définies, et puis les langues de tous les jours, beaucoup plus complexes et aussi beaucoup plus souples. Et lui montre que beaucoup de phénomènes propres aux langues naturelles
et d'intérêt pour les linguistes peuvent en fait être abordés avec les outils de la logique formelle. Il donne des tas de suggestions dans beaucoup de domaines. Il a été pionnier de beaucoup de recherches qui se font actuellement en linguistique notamment. Et tout ça, c'est dans un chapitre de ce livre, Éléments de logique symbolique, le chapitre qui concerne ce qu'il appelle le langage de la conversation, analyse du langage de la conversation. Donc, nous utilisons ces outils-là pour analyser le langage de tous les jours. Et parmi les choses qui sont propres à ce langage de tous les jours, par opposition au langage des logiciens, au langage formel des logiciens, il y a les mots comme « je »,« tu »,« ici »,« maintenant », les mots qui s'appuient sur la connaissance de la situation énonciative. C'est quelque chose qui est propre à la langue naturelle, disons, par opposition en tout cas à ces langages formels, et lui montre comment on peut arriver à théoriser, à rendre compte de ces choses-là. Il montre beaucoup d'autres choses dans ce livre. Donc ça, c'était une parenthèse, mais il introduit donc cette idée de token réflexivité. Alors token, vous comprenez, puisqu'on a dit que des mots comme « je »,« tu »,« ici »,« maintenant » ne peuvent renvoyer à quelque chose, comme désigner une personne particulière, un jour particulier, un moment particulier, qu'à partir du moment où le mot est produit dans l'acte de parole. À partir du moment où il y a cet événement singulier, parce que c'est par rapport à ce repère qu'est l'événement singulier, l'acte de parole ou l'instance de discours selon Benveniste, c'est par rapport à ça que la règle qui est encodée par l'expression va permettre de fixer la référence. Donc on a besoin du token, qui est l'occurrence concrète du mot, pour arriver à déterminer de quoi on parle, à fixer la référence. Pourquoi réflexive, token réflexive ? Le caractère réflexif ici, le caractère réflexif de ces expressions, vient du fait qu'on ne peut définir ou spécifier ce que ces expressions désignent, ce à quoi elles renvoient, leur référence, donc que par rapport au mot lui-même considéré comme occurrence. Si vous demandez que désigne le mot « je », vous devez dire « il désigne la personne qui prononce ce mot », la personne qui produit cette occurrence, la personne qui dit « je ». Et donc cette réflexivité est bien exprimée par la formule de Benveniste que j'ai évoquée, est ego celui qui dit ego. Qui est je ? C'est celui qui dit je. Donc si on vous demande à quoi fait référence je, vous devez vous-même parler du mot, de l'occurrence, pour dire c'est la personne qui prononce cette occurrence. Donc la signification du mot, en fait, la règle d'emploi qui nous dit « je » désigne la personne qui prononce cette occurrence, la signification du mot fait référence à l'occurrence. Et c'est en ce sens qu'il y a cette réflexivité. La signification du mot type enveloppe une référence à l'occurrence du mot dont c'est l'occurrence. Une autre citation de Benveniste. Je cite Benveniste en rapport avec Reichenbach parce que je suis frappé. C'est extraordinaire à quel point les théories de Benveniste et Reichenbach se ressemblent par bien des aspects. Donc là, vous avez une citation extraite de l'article de la subjectivité dans le langage de Benveniste où il nous dit « je » se réfère, ici ce n'est pas la notion de référence, la notion technique de la philosophie analytique, il dit « se réfère », ça veut dire invoque ou fait allusion à ou quelque chose comme ça. « Je » se réfère à l'acte de discours individuel où il est prononcé et il en désigne le locuteur. Donc ça exprime à nouveau cette réflexivité, c'est le fait que la signification du mot « je » renvoie au token, de sorte que Benveniste dit que « je » a un caractère sui-référentiel ou autoréférentiel. Dans la signification de « je », il y a quelque chose qui fait référence au mot « je », mais au mot « je » en tant qu'occurrence. « Je » désigne la personne qui prononce cette occurrence du mot « je ». Donc il y a cette réflexivité. Et donc, il emploie lui-même une notion très proche de Reichenbach. Il dit, ça c'est étonnant, il dit que la première personne est, je le cite, réflexive de l'instance de discours. C'est étonnant, parce que c'est un peu barbare comme phase, mais s'il avait voulu traduire Reichenbach, il n'aurait pas fait autrement. Réflexive de l'instance de discours. C'est exactement l'idée de instance de discours, ça correspond au token de Reichenbach, de cette tradition-là. Et réflexive de l'instance de discours, c'est vraiment l'idée de token réflexivité. Tout ça parce que les formes de la première personne, comme le pronom « je », renvoient à l'énonciation chaque fois unique qui les contient. Ah pardon, excusez-moi, c'est la citation. Oui, les formes de la première personne, dit-il, renvoient à l'énonciation chaque fois unique qui les contient et réfléchissent ainsi leur propre emploi.
Donc il y a l'idée que la signification du mot réfléchit son emploi en disant le mot « je » désigne la personne qui prononce ce mot. Donc l'emploi du mot, la signification y fait allusion et la signification du mot nous dit la référence du mot c'est la personne qui prononce, la personne qui est responsable de l'emploi en question. Bon, je pourrais passer beaucoup de temps à gloser sur les similarités entre Reichenbach et Benveniste. Tout ça, Reichenbach, le livre dont je vous parlais, c'est 1947. Benveniste, la citation que je viens de donner, je crois qu'elle est de 1956. Enfin, tout ça, c'est en gros dans les années 50, au milieu du XXe siècle, et vraiment c'est frappant le point de contact. Mais je voudrais maintenant passer à une autre distinction qui est très pertinente pour comprendre ce dont il s'agit et qui va nous permettre, cette autre distinction, de comprendre une autre appellation qui est utilisée souvent pour désigner la classe d'expression « je, tu, ici, maintenant » dont on parle. Reichenbach appelle ça les expressions token réflexives. Benveniste lui parle plutôt des indicateurs. Mais beaucoup de gens parlent d'expression indexicale, et même c'est maintenant l'expression dominante. Et je voudrais l'expliquer, cette expression, en remontant à la source, qui est une autre distinction de Peirce. Donc Peirce, il a cette distinction type-token qui est fondamentale, et une autre distinction que fait Peirce, qui est très importante aussi, c'est la distinction entre trois types de signes que sont les icônes, les indices et les symboles. En gros, ce que nous dit Peirce, c'est que les icônes sont des signes qui signifient par ressemblance, comme une carte, un tableau, enfin, ce genre de choses. Les symboles sont des signes qui signifient par convention, c'est arbitraire. On dit ça, ça désigne ça, par exemple. Et il y a un troisième type de signe, c'est celui qui compte pour nous, qui est ce que Peirce appelle un index ou un indice. Et un index, c'est un signe qui signifie ce qu'il signifie en vertu d'une relation de fait entre lui-même, le signe, et ce qu'il signifie. Et, petite parenthèse, pour qu'il y ait une relation de fait entre le signe et ce qu'il signifie, il faut que le signe lui-même soit une chose concrète qui puisse entrer dans des relations de fait avec d'autres choses. D'où la nécessité des tokens. Donc, un exemple de signe indexical, c'est qu'il fonctionne comme un index, comme un indice, c'est la fumée qui est signe du feu, parce qu'il y a une relation de fait entre le feu et la fumée. Le feu produit la fumée. Donc on a une certaine relation entre ces deux choses. En vertu de cette relation, la fumée est signe du feu parce que, par continuité, en quelque sorte, il y a cette relation existentielle, comme dit aussi Peirce. Autre exemple un peu différent, le doigt tendu, un index au sens, je ne sais pas si c'est à ça de penser, enfin bon, un doigt tendu qui montre la Lune, pour Peirce entre dans la même catégorie, bien qu'il s'agisse d'un cas plus complexe, puisque le doigt tendu est signe de la Lune, dans la mesure où il y a une certaine relation de fait entre le doigt et la Lune, qui est que le doigt est pointé dans la direction de la Lune. Et si on supprime cette relation spatio-temporelle entre le doigt et la Lune, le doigt cesse ipso facto de désigner la Lune. Ce cas est un peu, peut-être un peu spécial. En tout cas, dans la même catégorie que le feu et la fumée, on peut dire que les pleurs signifient la souffrance, pour la même raison que dans le cas de la fumée et du feu. C'est parce que la souffrance, il y a cette relation causale entre les pleurs et la souffrance. Donc ça, c'est pour la catégorie générale d'index, de signe indexical qui signifie en vertu d'une relation de fait. Et ce que dit Peirce, c'est qu'entre le mot « je » et l'individu qu'il désigne, il y a aussi une certaine relation de fait. C'est la relation qui consiste pour cette personne à prononcer cette occurrence. Donc il y a quelqu'un qui dit « je », qui prononce le mot « je », et « je » désigne la personne qui prononce l'occurrence. Donc « je » désigne, « je » signifie ce qu'il signifie, au sens « désigne ce qu'il désigne », en vertu de cette relation de fait qui est le fait de produire l'occurrence. Et le mot « je » qui entretient une telle relation avec son référent, une relation de fait, le fait d'être produit par, prononcé par le référent, donc le locuteur, le mot qui entretient cette relation de fait, ce n'est pas le mot type « je ».
puisque lui, c'est une abstraction, ce n'est pas un objet singulier. C'est un token du mot, une occurrence concrète. Ce que fait le locuteur, il produit une occurrence concrète du mot « je », et cette occurrence concrète étant dans cette relation d'avoir été produite par lui, le désigne lui. Tout ça en vertu de la règle générale abstraite qui est encodée par le mot type. Mais ce qui désigne, c'est l'occurrence qui désigne en vertu de la signification du mot type. Alors si le mot « je » partage avec les index au sens de Peirce la propriété que chacune de ces occurrences est dans une certaine relation factuelle avec ce qu'elle représente, il partage cependant avec les symboles la propriété d'être un signe conventionnel. C'est ça qui est vraiment particulier avec ces mots-là. Ils entrent dans deux classes à la fois. Et dans la littérature sur la théorie des signes de Peirce, il y a des gens c'est une théorie très compliquée, il y a 66 classes de signes différentes, il y a des tas d'hybrides, et là on est en train de parler d'un hybride. On est en train de parler de mots qui sont à la fois des indices, parce qu'ils signifient ou ils font référence à travers une relation de fait avec le référent, justement, mais en même temps ils sont aussi des symboles. Ils ont ces deux dimensions-là. Pourquoi c'est des symboles ? Tout simplement parce que c'est par convention que chaque occurrence du mot « je » représente l'individu qui l'énonce. C'est une convention du français. Vous avez cette règle du français que, en français, le mot « je » désigne celui qui l'énonce. Le mot « je » pourrait avoir une toute autre signification. C'est quelque chose de conventionnel, c'est propre au système linguistique. Donc il y a bien une relation de fait entre une occurrence du mot « je » et la personne qui l'énonce, mais le mot type « je » il possède une signification conventionnelle dans le système du français. Donc on a à la fois une signification conventionnelle qui fait du mot un symbole, et en même temps on a une signification indicielle ou indexicale qui apparente le mot aux indices. Mais on voit bien quand même la différence entre le mot « je » qui, par convention linguistique, désigne la personne qui parle. Ça pourrait être le mot « tu » qui désignerait la personne qui parle, et le mot « je » qui désignerait la personne à qui on s'adresse. C'est une convention, c'est arbitraire. Donc, on a cette convention arbitraire que « je » désigne la personne qui parle, alors que ce n'est pas du tout par convention que les pleurs expriment la souffrance de celui qui pleure. Ça, c'est un fait naturel. Il n'y a aucune convention là-dedans. Donc, on voit quand même que dans le cas du mot « je », on a à la fois la convention et le caractère indexical. Donc la particularité d'un mot comme « je », c'est que la relation conventionnelle de symbolisation ne passe pas entre le mot type et ce que le mot représente, la référence, en l'occurrence le locuteur. Comme on a dit, le mot type ne désigne pas quelqu'un. Ce qui désigne quelqu'un, c'est l'occurrence du mot. Le mot type, simplement, il encode une certaine règle. La règle token réflexive selon laquelle chaque occurrence désigne la personne qui prononce l'occurrence. Donc la relation de symbolisation associe le mot type non pas à l'individu représenté, la relation de symbolisation associe le mot type à la relation factuelle entre l'occurrence et ce qui est représenté. Ce qu'on peut... J'ai un schéma, voilà, qui représente ça. Vous avez le mot type, « je », qui a une certaine signification conventionnelle. Et qu'est-ce que c'est que la signification conventionnelle ? À quoi le mot type nous renvoie ? Le mot type nous renvoie au fait que chaque occurrence de ce mot, chaque token, désigne l'individu avec lequel le token entretient une certaine relation factuelle, à savoir celle d'être la personne qui prononce le mot. Donc le mot type est associé par la relation conventionnelle à la relation factuelle qui passe entre le mot token et un individu et qui fait de cet individu la référence, c'est-à-dire l'individu que désigne le mot token. Donc, je est un hybride, ni un pur index, ni un pur symbole, c'est un symbole indexical. Cette expression symbole indexical, on la trouve, je crois, me souvenir, dans l'article de Burt's, où il fait une glose du système de la classification des signes de Peirce. En tout cas, ce mot est resté, et les mots comme « je »,« tu »,« ici »,« demain », etc., sont couramment appelés des indexicaux, des mots indexicaux, des mots qui ont cette propriété-là d'avoir cette dualité, c'est à la fois un mot type et en même temps la référence s'associe seulement au mot token, c'est seulement le token qui fait référence, parce que la référence est fixée par rapport à la situation énonciative, mais tout ça est encodé dans la signification du mot type qui est token réflexive, parce qu'elle réfléchit l'emploi, elle renvoie à la relation de fait entre une occurrence et ce qui est désigné.
OK. Alors, en psychologie, on distingue, notamment dans l'étude de la cognition spatiale et de son développement, deux modes de repérage qu'on appelle égocentrique et allocentrique. Se représenter quelque chose suivant un repérage égocentrique, c'est se représenter sa position relativement à soi-même. Donc, ce qui est à ma gauche, comme cet ordinateur, pour moi, c'est simplement à gauche. Il y a des choses qui sont devant. Tout ça, je les repère par rapport à moi-même. Quand je dis à gauche, devant, etc., c'est par rapport à moi-même. Donc, il y a une perspective égocentrique. Mais on peut aussi utiliser ces prédicats par rapport à un repère qui n'est pas soi-même, mais quelque chose d'autre. Auquel cas, c'est un repérage allocentrique. Par exemple, si je viens d'évoquer la mairie, je décris un endroit à quelqu'un, je parle de la mairie, et je peux dire devant se trouve le monument aux morts. À ce moment-là, devant, c'est devant la mairie. Donc le repère ici, c'est pas moi, c'est la mairie, c'est pas non plus la personne dont je parle, mais c'est un repère autre. Et donc on pourrait penser que les indexicaux, je, ici, maintenant, etc., représentent les entités auxquelles ils font référence sur un mode égocentrique, c'est-à-dire par rapport au sujet. C'est assez naturel de penser ça. Ainsi, je ferait référence au sujet lui-même, ici ferait référence au lieu où il se trouve, etc. Je mentionne ça parce que c'est une théorie assez classique des indexicaux, de dire que les indexicaux, c'est un système de repérage des objets, un système égocentrique. Husserl, qui est un autre grand philosophe qui a beaucoup parlé de ces questions d'indexicalité, il parle de, je le cite, des multiples formes du discours dans lesquelles celui qui parle exprime quelque chose qui est pensé par rapport à lui-même. Et cette catégorie, il dit que ça inclut les indexicaux dont j'ai parlé, mais aussi des descriptions définies comme l'empereur ou la lampe. Et il dit, là je vous le cite à nouveau, quand nous autres Allemands parlons de l'empereur, nous désignons naturellement par là l'empereur allemand actuel, ça le nôtre. Quand le soir nous réclamons la lampe, chacun de nous entend parler de la sienne. Donc il y a cette idée de caractère égocentrique de ce système des indexicaux. Mais Peirce, Reichenbach et Benveniste, les trois auteurs dont je vous ai parlé, qui ont des théories extrêmement voisines, adoptent tous les trois sur les indexicaux une perspective différente, et pas une perspective égocentrique, une perspective qu'on pourrait appeler, en détournant un terme introduit à de toute autre fin par Jacques Derrida, une perspective logocentrique. Selon eux, selon les trois auteurs, donc Peirce, Reichenbach, Benveniste, c'est le token, l'instance de discours, l'événement de parole, qui est le repère implicite relativement auquel la référence d'un indexical est déterminée. Donc je ne désigne pas le sujet lui-même, pour eux, je désigne la personne qui prononce cette occurrence. C'est l'occurrence du mot qui est le repère, ce n'est pas le sujet. Ici ne désigne pas le lieu où l'on est, le lieu où je me trouve, le lieu où se trouve le sujet, mais le lieu où est prononcée cette occurrence du mot ici. Donc c'est une perspective logocentrique qui domine cette perspective très clairement le champ des études contemporaines sur l'indexicalité. La théorie la plus influente en ce moment, ce n'est pas celle des auteurs dont je vous ai parlé, c'est celle de David Kaplan que j'ai déjà évoquée et qui revient plus ou moins à quelques différences près. C'est quand même une théorie qui est très comparable à celle dont je vous ai parlé. Donc lui aussi, Kaplan distingue les indexicaux, les mots comme je, tu, etc., comme type dans la langue ou comme occurrence dans la parole. Et il associe au mot type et au mot occurrence des valeurs sémantiques différentes. Le mot type possède une signification linguistique constante. Il appelle ça un caractère. C'est une valeur en langue. Et cette valeur en langue, c'est la règle d'emploi qui dit que je désigne la personne qui parle, en gros. Et Kaplan distingue cette signification linguistique de ce qu'il appelle le contenu sémantique de l'indexical. Et le contenu sémantique, c'est ce à quoi l'indexical renvoie l'individu qu'il désigne, dans le cas de je et de tu, ou sa référence. Donc ça, c'est le contenu. Donc on a deux niveaux sémantiques.
peut-être je vais illustrer ça. Oups, pardon, excusez-moi, voilà. Donc le mot type possède une signification linguistique, mais on distingue cette signification linguistique du contenu qui est véhiculé seulement par l'occurrence, par le token. Et ce qui détermine le contenu, c'est-à-dire la personne dont on parle, c'est le contexte dans lequel a lieu l'occurrence. Et le contexte, comme on l'a vu, c'est un ensemble de réponses aux questions qui parlent à qui, quand, où, etc. Donc même si la notion d'occurrence chez Kaplan n'est pas tout à fait la même chose que le token chez Peirce ou Reichenbach ou que l'instance de discours chez Benveniste, il n'en reste pas moins que Kaplan épouse une perspective manifestement logocentrique. La signification linguistique détermine le contenu relativement au contexte, et le contexte, au sens de Kaplan, c'est un ensemble de coordonnées permettant de localiser un événement de parole potentiel. Qui parle, quand, où, etc. Et une fois que vous avez répondu à ces questions, vous avez un contexte. Et le contexte détermine le contenu d'un lexical quelconque relativement à ce. Le contexte détermine le contenu, étant donné la signification linguistique du type. OK. Et pour ce qui est de cette première leçon introductive, en partant des phénomènes, disons, linguistiques, ce sera tout, mais je voudrais, en guise de transition, poser la question qui sera la question que je vais réellement poser la semaine prochaine. C'est que devient, dans une telle perspective logocentrique, la notion traditionnelle du moi, du self, c'est-à-dire le sujet de conscience. En particulier, quel est le rapport entre l'ego cartésien, celui du cogito, et celui dont Benveniste nous dit est ego, celui qui dit ego. Ça paraît deux perspectives assez radicalement différentes. À la fois cette perspective logocentrique qui est complètement enracinée dans les recherches contemporaines sur l'indexicalité linguistique, et en particulier sur la première personne, et puis de l'autre côté, les études issues de la philosophie sur la conscience et l'accès à soi-même à travers la conscience. Donc quel est le rapport entre les deux? C'est une des questions que je compte aborder la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, ce sera tout. Et avant de clore la séance, je voudrais indiquer que s'il y a des étudiants qui souhaitent valider ces séminaires, il faut qu'ils voient mon assistant ici qui est au premier rang. Et il va faire ça pendant la pause, parce qu'après la pause, à 11h30, on aura la première séance du séminaire Philosophie du langage et de l'esprit, où on pourra écouter Anna Justina. Je vous remercie.